pas vous mentir, je suis allé m'entraîner tout à l'heure, là, fait que je suis un petit peu, T'as mis de la vaseline? j'ai pas besoin de vaseline pour m'entraîner. That's a bit weird. Quel, Je sais pas où est-ce que tu vas mettre cette vaseline-là, mon gars, mais... quel type d'entraînement tu fais avec de la vaseline dans un gym? Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone 5 minutes. Yeah. Comme d'habitude, on est avec Clarence, Ça. Stanley, David. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui concerne la jeunesse. On vous a pas oublié. On a été jeunes nous aussi autrefois. Mais still jeune, mon gars. Still very young, vibrant. Pour certains, on est vieux, mon gars. Fait que C'est le vrai. sujet, c'est Hein? l'encadrement de la jeunesse. Pour certains. Non, Ouais. mais pour des jeunes, plus jeunes que nous, Ah, nous ok. on est vieux, genre. Je sais que vous Ils étiez considèrent comme en train de vieux. dire pour certains d'entre nous, on Mais se non, mais non. sent Mais vieux. non. Mais non. Tu te sens visé, tu te sens vieux ou pas? Parler, guys. Arrête, Moi, je me sens très jeune. arrête de s'attaquer, là. Comme moi, je pourrais monter l'île Lamalaya. Ça va ton dos, tonton? Il a fait du sport, là, ils sont jeunes, là. Ça va tes articulations? Ça, c'est drôle. J'ai grossi, puis mon corps m'a pas vraiment suivi. Mais comme honnêtement, genre, mon corps se sent toujours sportif dans l'âme. Genre. Amen. Un jour, j'ai juste revenir au podcast, puis je vais être bon. J'ai tellement beef, comme. Épisode, non, saison 16. Saison 16. Saison 16. Épisode 360. Tu me respectes pas. Moi, allez regarder mes photos de Facebook, ok? I was fit. Je te dis, j'ai vu. Ah. C'était... Non, Mon gars. moi, j'étais choqué, moi. Non, je reviens. Non, mais pour le vrai, je il faut reviens. Envoyez son Ça coup, fait mon gars. juste 3 ans que je suis dans l'état que je suis. C'est correct, là. Mais 3 ans sur une bonne période de ma vie, là. Mais là, Je pensais jamais arriver là. 3 ans. à ton mon gars. mariage, t'étais fit. C'est ça. Quelques C'est ça, mois le après, pire. t'as beau. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? Comme Ingrid. deux coups, là. Ingrid. Il se passe C'est pas il se passe Ingrid, il se passe les restaurants, C'est Ingrid, mon gars. il se passe les enfants, il se Yo. passe. Ingrid, elle prend pas de poids. Elle est tout le temps en train de faire des pâtisseries. C'est là. Il mange. 2 heures Non, du non, matin. Petit Junior. Je vais sortir à l'acheter junior. Junior. Vous êtes avec moi, vous êtes des complices. Ouais. Non, mon gars. Moi, je te Arrêtez suis pas. arrêtez de faire semblant que McDo c'est pas votre ami. Moi, je Pas moi. moi, je vais vers l'autoroute, toi, tu vas au McDo, ça. C'est ça. Non, Non, c'est mais- pas mon ami. Vous savez Ça déjà. va changer, ça va changer. Tu vois, j'attaque le gym. Regardez-moi maintenant, regardez bientôt. Tu maigris vite. Hein? T'es pas constant. Là, je l'ai dit C'est ça. publiquement. Je l'ai dit publiquement. Fait que si I don't hold it to my word. Vous pouvez commenter, vous pouvez niaiser, vous avez t'as encore grossi. C'est ça. Merci, Stanley. Saison 16, il n'y a pas de différence. Et c'est même pire. Non. Là, tu restes à 2 chaises après. Là, On va devoir Une pour ajuster chaque les déchets. fesse. Mais non, les non, gars. mais tu maigris. Jamais je vais ouais. devenir gros Tu maigris comme ça. vite, tu maigris vite. Je maigris vite, mais l'affaire, c'est qu'il n'y a pas de constance, Ouais, malheureusement. Bah oui. Mais c'est dur avec, pour de vrai, c'est dur avec tout ce que tu gères, tu travailles, tu gères tes entreprises, tu t'es avec les enfants, tu t'occupes de comme l'église et tout, plein de choses comme, à un moment donné, c'est juste, quand comme t'as un petit break, t'as pas envie d'aller t'entraîner, t'as juste envie d'aller dormir. Et t'as reposé. Ouais, exactement, genre. Et, Ça, c'est sans compter le temps de couple. mais et avant tout, de dormir, whatsoever. il va prendre un petit gâteau. Ouais, mais Petite c'est crème ça. Puis glacée. les habitudes, c'est ça l'affaire. C'est que quand je m'entraînais beaucoup back in the days, je pouvais manger ce que je voulais, je le sentais pas, genre. Tu sais. Mais j'avais quand même une discipline alimentaire, mais tu sais, comme, je pouvais décider, ok, ça me tente de manger une poutine à 2 heures du matin, ça allait pas avoir d'impact sur moi, genre. Mais j'ai gardé T'as accumulé. l'habitude de juste me nourrir comme je veux, sans l'entraînement qui va avec. Ça. True. Payer les conséquences de ça. C'est ça qui paye les C'est conséquences. Ouais. ça, parce que tout ça, t'as juste pas ton encadrement à faire là-dessus. Ouais. Et puis, parlant d'encadrement, justement, on voit comment l'encadrement, c'est néfaste. Sans encadrement. Ah, Sans- j'allais sans- dire, sans comment encadre- ça, excuse-moi, l'encadrement excuse-moi. est néfaste? Sans encadrement, c'est néfaste.
Ça tombe bien avec notre sujet d'aujourd'hui. Hein, c'est ça. Le sujet, c'est l'encadrement de la jeunesse. Yes. Déjà, pour savoir, en tant que jeune, en tant qu'humain, on a deux parties qui sont complètement séparées. Il y a la maison et l'extérieur. Puis la maison, la personne qui s'occupe de l'encadrement, c'est principalement nos parents, puis nos plus grands, si on a des plus grands. Peut-être aussi les plus petits, parce que il y a certains plus petits qui ont une sagesse assez intéressante. Et que à l'extérieur, on fait face à différentes réalités. Puis on va essayer de voir comment cet encadrement-là nous influence en bien comme en mal. Déjà, pour vous, c'est comment vous avez vécu l'encadrement de l'extérieur? Est-ce que l'extérieur a eu de l'impact sur vous, sur vos choix, sur vos décisions? En étant jeune, tu veux dire? Oui, en étant jeune, bien entendu. Vas-y, t'avais expiré, mon l'air gars. de parler, là. Ouais, ben, T'as expiré. T'as expiré, mon gars. Vas-y. non, mais bon, tu sais, les gens qui ont suivi nos capsules, pas nos capsules, nos épisodes précédents, ont un peu entendu notre réalité, nos dingueries de jeunesse. Donc, ils savent un peu l'espèce d'activité, les espèces d'activités rock'n'roll qu'on va avoir étant jeune. Je te dirais que c'est clair que autant que tes parents t'aiment, travaillent, pourvoient au maximum de leur capacité, il y a une bonne partie de ton encadrement qui se passe quand même dans ton entourage, dans le système scolaire, avec des étrangers, c'est qui deviennent carrément comme un deuxième contact de proximité. Je te dirais que ça a pas eu vraiment un effet d'encadrement bien parce que déjà à la base il y a un sentiment pour un enfant de d'être compris and de belong, genre, puis à partir de là de suivre un chemin d'un modèle quelconque. Mais moi ce que j'ai pu remarquer surtout dans le système scolaire, c'est les gens sont là pour ils sont pas là pour faire la garderie ou whatsoever, ils sont là pour t'enseigner ta matière et tout whatsoever, et puis après ça, comme il y a une certaine discipline qu'ils expectent déjà que la maison est faite. Il y en a par contre dans le milieu scolaire qui ont compris que leur rôle s'étendait à beaucoup plus que juste t'es là pour être encadré intellectuellement. Il y a comme une bonne réalité, tu sais, on passe beaucoup d'heures à l'école, donc une bonne réalité de l'influence de leaders positifs dans le milieu scolaire qui peuvent soit booster quelqu'un à devenir meilleur ou à devenir pire. C'est fait que il y a eu cette réalité-là. Les amis, bon, j'ai habité dans différents quartiers étant jeune. J'ai habité dans Ville-Saint-Laurent comme j'ai habité à Antique pendant une période de temps. Je te dirais, ben Saint-Michel, c'était vraiment, vraiment, vraiment plus jeune là avant d'aller à Ville-Saint-Laurent. Puis je te dirais que j'ai eu des épisodes différents dans la période de Ville-Saint-Laurent. J'étais pas avec vraiment des petits brigands, on était des jeunes qui aimaient ça faire les fous et tout, etc. Fait que on faisait des activités de folle, des dingueries, Son des Chris, ton vélo, Need for Speed dans les rues, on s'en fout, on roule dans le sens inverse des voitures. Wow. C'est suicidaire. Et puis traîner dans le parc et tout, whatsoever. Mais jusqu'à là, c'était un peu innocent, mais en grandissant, quand je me suis retrouvé en Antique, là, les influences étaient un petit peu plus fortes, l'environnement était un environnement différent. Là, t'as des réalités de drogue, t'as des réalités de gang, t'as des réalités comment je peux dire, de séduction. T'as des réalités plus matures, plus différentes, puis là, c'est comme si ça faisait juste empirer la chose, puis je t'avouerais que j'étais pas affilié à une église plus jeune non plus, fait j'avais pas comme personne pour vraiment comme, à part ce que ma mère faisait et tout, qui était un très bon job de son niveau, mais qui était pas assez.
pour le genre de patte que je prenais. Fait que dans le fond, je te dirais que là, ouais, je t'ai laissé à moi-même, puis j'en ai fait des conneries là, comme les gens savent. Là. Mais c'est comme moi un peu là. Quand j'étais à Pointe-aux-Trembles, mais quand j'étais à Montréal, j'étais un peu plus jeune. J'avais quoi? Je suis parti à 8 ans. Donc, tu sais, à 8 ans, t'as pas de liberté, là. Tu sors avec ta mère ou rien, là. Tu comprends? Arrivé à Pointe-aux-Trembles, j'ai commencé à avoir ma liberté, comme toi. Être en bicyclette, tu sais, 100 degrés. Tu joues au basket, ou, tu comprends? Tu sais, c'était nice. Arrivé à Rivière, là, ça commençait à être plus, olé, là. Tu sais, tu vois des gangs. T'es pas dans le gang, mais tu côtoies ces gens d'une manière. Donc, tu sais, t'as l'influence, drogue, comme t'as dit, séduction, j'étais adolescent sur les femmes, tu comprends? Donc, mais pas de mentir, moi, je suis un gars qui a toujours su qui j'étais. Donc, au fond de moi, je pouvais avoir du feu à côté de moi, mais je sais que je ne dois pas me brûler. Donc, c'était ça. Donc, c'est qu'est-ce qui m'a sauvé. Oui, j'ai testé des trucs en grandissant. C'est sûr, pendant que tu es adolescent, tu veux te développer. Même si tu as eu une bonne éducation à la maison, tu dois quand même tester par toi-même. Ouais. Tu dois savoir ce que ça fait. Exactement. So, t'as un côté aussi curieux. Mais dans ma curiosité, j'ai su comme tester les choses puis dire c'est pas pour moi. Comme exemple, avec mes amis, on avait commencé à fumer du weed. Il y avait une période qu'on a fumé du weed, mais moi, je savais que même si certains des gars dans mon entourage continuaient, je sais que moi, je savais déjà qu'un jour j'allais arrêter. Je savais déjà que je me voyais pas à 23 ans, 25 ans fumer du weed. Là. Wow. Puis je voyais des gens autour de moi, je suis très visuel, donc je voyais des gens qui avaient mon âge, puis j'ai vu le avant le weed et après le weed. Je dis pas que tous les gars qui fument du weed sont retrouvés comme lui, mais j'ai côtoyé comme 2-3 personnes que le weed les a vraiment détruits. J'ai vu beaucoup de gens qui sont schizophrènes. C'est ça, right? Ouais, c'est ça. Donc j'ai su mes limites. Je savais comment dire, je savais quand arrêter. J'ai eu une période, je travaillais, là, j'étais vraiment libre, là. Je travaillais au Walmart, là. Là, c'est fini, là. Tu travailles, quand t'es indépendant financièrement, t'as acheté ta whip, comme on appelait ça. Ouais, j'ai acheté mon auto. Mais avant la période de l'auto, j'ai connu un gars, mais lui, c'était un gars de Saint-Michel. Moi, j'étais gars de Rivière. Donc, à un moment, dans ce là les Rivières, Saint-Michel, tu pouvais pas être ami, tu comprends? Mais il me connaissait. Il savait que j'étais qui, je sais que je suis pas dans le gang. J'ai jamais été dans les trucs de gang et tout. Donc, on était bien, là. Comme lui, il était chill. Il y avait un côté hood dans lui. Comme, tu vois, c'était un gars du street, mais il était comme un peu wise. Comme, tu comprends? Il était souvent, il y a beaucoup de gars smart dans le street. Il était pas comme ok, tu viens de Rivière, on va acheter des tests ou on va se battre. Tu vois le dire, c'est comme il était comme t'es niaiseux, toi, t'es chill, toi. Tu vois le dire, mais de manière comme il m'a quand même influencé parce que lui il vendait du weed. Puis à un moment donné, comme s'il voulait que je vende du weed avec lui. Puis là j'étais comme j'ai réfléchi. J'ai pas réfléchi, je crois. J'ai juste comme au début j'ai dit tu sais quoi, j'étais dans un mode comme si je veux faire de l'argent. So, j'ai accepté. J'ai vendu du weed. Ma mère, c'est pas ça, mais. C'est ça, limite. J'ai vendu du weed. Je me rappelle, là. Mais ça, c'est un stress, rapporter le weed à la maison, là. Parce qu'il m'a testé. Il m'a pas donné un gros paquet, là. Tu vois? Il m'a donné un petit paquet. Puis il m'a dit, oh, je veux que tu vends ça. Puis à la fin du mois, je veux avoir ça au retour. Le reste, c'est pour toi, mais il faut que tu me rapportes ça. Il m'a donné des petits sachets, là. Des petits sachets, puis en dedans, je crois que c'était des dimes. Ouais, puis il y avait des 5, des dimes. Bref, moi, je connais plus les termes, là, mais bref, 5 et dime. Puis là, si je vendais. Mais j'étais pas un gars qui allait vendre de la rue. Tu vendais que c'était quoi ta clientèle? Je vendais dans mon entourage. C'était mes partenaires qui achetaient. Ouais, mes partenaires qui achetaient parce que t'avais ta clientèle. On l'appelait Dr. Stan. Yo, c'est mes partenaires qui achetaient. Puis en plus. Ça, c'est le go see the doctor. Les pires, je fumais avec eux.
Tu fumais ta propre cam. Je faisais du profit, mon gars. Je faisais du profit, puis je fumais gratuit, moi. C'était tellement drôle. Mais les gars réalisaient, ils disaient, c'est-à-dire qu'on nous filait, Parce qu'il était bon, au moins, le produit. Ouais, moi, pour le reste, j'étais pas assez pro dans ce temps-là. On était pas assez pro, on était vraiment amateurs. On peut pas dire que c'était une haute gamme, là, tu comprends? Mais c'était drôle, mais ça a duré un mois. Ah j'ai fini le stock. Je suis allé voir le gars. Puis moi, j'avais vu des films, j'avais peur de, tu sais, je sais qu'il était chill, mais j'ai vu des films que quand les gars ils veulent s'en sortir de la rue, puis quand ils disent au gars, mais c'est fini, le gars était comme, no, there's no way out. You stuck. Comme tu restes coincé. Ça. Moi, j'avais quand même peur que le gars, il flippe sur moi, puis il me dit, oh, c'est trop tard, là. Comme moi, j'ai besoin de, t'es stocké avec moi. Puis j'avais peur. J'avais pas peur, mais j'avais une crête dans le moi. Mais je suis allé voir le gars, puis j'ai dit, tu sais quoi, c'est ton argent, mais honnêtement, man, c'est pas pour moi. Il était comme, il avait comme, il a dit, je comprends, man, c'est bon. C'était vraiment chill. Puis comme, c'est ça que je dis que moi, je connais mes limites. Je suis curieux, mais je me connais au fond de moi. Je sais que c'était pas moi. Être un drug dealer. Merci, c'était pas n'importe qui non plus. Là. Ouais, mais c'est grâce à Dieu pour vrai. Mais je suis le gars qui est curieux, mais j'ai mes limites de curiosité, là. Je suis jamais dans les drogues fortes, là, aussi, là. Mais comme, je savais au fond de moi, c'était pas pour moi. So, j'ai dit, après un mois, j'ai laissé tomber. Je me rappelle, je mettais, c'est vous que vous dites toujours Vaseline. Je mettais mes petits dimes. J'avais fini mon pot de Vaseline. Pour pas que ça sente de ma maison, je mettais dans les pots de Vaseline vides. Là, je fermais, puis je me transportais avec mon sac. Puis même si dans mon manteau ou whatever, dans mon tiroir, personne ne sortait dans la maison. C'était enfermé dans le Vaseline. Vaseline. T'avais même les trucs. T'aurais pu être un évangéliste ou un gros serviteur de weed, là. Ouais. Tranquille. Premier mois, j'étais déjà smart. un gros drug lord, là. Premier mois, j'étais déjà smart, là. Heureusement que tu t'es pas. Une chance que je suis pas allé plus loin. Mais tu sais, en passant, c'est drôle que tu dis ça, puis c'est bon que tu dis ça parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, puis des gens qui peut-être nous écoutent pas, mais ceux qui écoutent, vous allez pouvoir comme partager avec ceux qui ne connaissent pas. Tu sais, il y a des gens que quand ils rentrent là-dedans, Satan voit leur potentiel. Il fait, oh yeah. Puis cette personne-là, elle était appelée à servir Dieu, puis elle aurait autant d'impact, là. Elle aurait été quelqu'un de grand, là. Elle sait juste pas. Sauf comme avant même qu'elle le sache, il y a une autre direction qui a été. Non, pas mentir, moi, j'ai fait des conneries aussi, mec. Je sais. C'est ça qu'aujourd'hui que les gens qui me connaissent, les gens qui me voient aller hard pour Dieu, là, je sais où Dieu m'a pris, combien de fois qu'il m'a sauvé, là. Ouais. Je sais, là, quand je dis que je cherche Dieu, parce que je suis vraiment reconnaissant aussi, là, tu vois. Ouais. Mais ouais, man, c'était une phase de ma vie, man. Mais ouais, l'encadrement, c'est important. Les amis, influence, c'est sûr, le monde. Tu sais, j'ai des bons gars autour de moi, mais on était jeunes. On devait se découvrir, on devait savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. La musique aussi. Ouais, les rappeurs, les gars de Chicago, fumer tout le temps, puis comme, j'avais un ami qui était vraiment fan de ces gars-là. Puis comme lui, il apportait cette culture dans le cercle. Donc, puis, je voulais pas mentir, je voulais pas fumer. J'ai pris comme genre 1 an à me battre pour pas fumer. Les gars voulaient me faire fumer. Je suis comme non. À un moment donné, on m'a pris dans les émotions, là. Long short story, mais comme bref, on a réussi à me faire fumer. Ben bref, j'ai vraiment fight, là. J'ai vraiment fight. Puis comme, c'est ça. Donc, Dieu merci, j'avais des bons amis aussi. Comme, on a toujours été wise. On était comme, on savait que ça arrêtait quand ça arrêtait. J'ai vu des gens là, citoyen du monde, en gros, c'est considéré comme classe haut niveau. T'es smart, ok? T'es vraiment smart. J'ai vu des gars comme citoyen du monde, là. Les gars pétaient des 90% partout. Mais aujourd'hui, les gars, ils sont tombés dans le weed à la fin du secondaire ou au début cégep. Puis aujourd'hui, ils sont dans des drogues fortes, là. Ils sont plus là. So, pour moi, il y a ça, j'ai toujours dit comme. So beautiful minds wasted. Exactement. So, c'est l'encadrement aussi, c'est important. Ils sont, et c'est sûr que c'était dans les classes plus évoluées, donc les profs étaient très, très impliqués, les parents. Mais quand tu pars dans le monde du cégep et tout, t'es libre à toi-même aussi. So, c'est pas tout le monde qui est habitué, qui peut gérer la liberté aussi. Donc, mais moi, Dieu merci, j'avais le sport, le basket.
Ouais, ça a sauvé beaucoup de Ça gens au m'a sauvé. basket. Tu sais, le lundi, je crois que c'était lundi, mercredi ou lundi au jeudi, c'était pratique. Puis, bon. J'ai toujours été un gars qui était dehors après l'école. Je vais pas te mentir. J'étais toujours dehors. Mais j'étais toujours souvent à la maison des jeunes. Je faisais pas de conneries. Ouais, Non. la maison des Tu sais, je jeunes. jouais au baby-foot, on jouait au ping-pong, on jouait sur l'ordi. Tu sais, en même temps, je traînais un peu on traînait, mais des fois on jouait au basket après l'école. Ouais. Donc, tu sais, il y avait quand même il y avait quand même un encadrement pour les jeunes, la maison des jeunes aussi. La maison des jeunes, ouais. C'est C'est vrai que le travail des maisons des jeunes sont colossales, hein. Ouais. Mais vous savez que les intervenants en maison des jeunes, très souvent, sont pas vraiment bien payés C'est vrai. pour ce qu'ils font. Puis c'est pour ça que ça décourage beaucoup de gens. Parce que moi, j'avais commencé en travail social aussi. Puis mon but, c'était, à un moment donné, c'était d'avoir l'influence sur les jeunes, mais en allant dans ce domaine-là, en plus de ce que je ferais plus tard dans la vie. Mais comme, tu sais, quand t'apprends la réalité de comme combien que tu risques de faire, puis comme un peu la réalité de tout ce qui tourne autour de ça, les éthiques et tout, etc., t'es comme, genre, c'est un peu décourageant. Ça veut dire que même s'ils ont un rôle comme très important, les intervenants de rue et tout ça, ainsi de suite, mais comme il y a beaucoup de facteurs décourageants de, de vraiment aller dans ce milieu-là, sachant que comme oui, tu vas faire quelque chose de bien pour la jeunesse et tout, mais il y a beaucoup de toi que tu vas sacrifier. Puis est-ce que t'es vraiment prêt à te sacrifier à ce niveau-là, sacrifier tes désirs et tout, whatsoever, pour pouvoir apporter cette aide-là? Au début, oui, mais à un certain moment donné, tu veux bâtir une famille et tout, whatsoever, il y en a beaucoup qui veulent juste pas. Ben, c'est comme toutes les personnes avec qui j'ai parlé, qui travaillent avec des jeunes et tout, Ouais. ils disent que c'est très épuisant. Ouais, oui. c'est très épuisant. C'est très épuisant dans tous les sens du terme. Ouais. Aussi mentalement que physiquement. Si bien que ce serait bien quand même si si la paye allait avec. Mais imagine. Mais ça ferait pas tout, Ouais. mais ça ferait quand même un peu. Ce serait un petit plus. La paye, les ressources gouvernementaux, qui aient Aussi, beaucoup plus d'accès. Subventions. Ouais. Mais imagine-toi comme, j'ai connu des jeunes, très jeunes, parce que quand j'ai déjà fait du bénévolat dans des maisons des jeunes. Yo, comme, les histoires, là. Moi, quand j'étais petit, je pensais que, we were all out. Un petit jeune à l'âge de 10 ans, pickpocket professionnel. Oh, wow. Pickpocket professionnel. Le gars, comme, il a study l'art de te voler ton portefeuille ou des trucs de valeur sans que tu puisses vraiment, le réaliser ou que tu puisses vraiment comme l'observer. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, imagine-toi que comme, tu sais, le gars, c'est vraiment ça, là. Puis tu sais, comme, c'est pas juste ça, à un moment donné, c'était de voler d'autres choses, puis ça allait commencer à voler des choses de plus en plus importantes. Il y en avait un autre tout jeune, fils de pasteur, qui, il avait taste la ecstasy dans les environs de 12-13 ans. Wow. Et tout, etc. Oh. Ouais. C'est some real stuff. Dans mon quartier, il y avait un jeune, très jeune, qui avait mangé une balle juste en étant dans la mauvaise place et tout, mais il a mangé une balle à la jambe et tout. Comme, guys, la réalité que les jeunes vivaient comme très jeunes, genre, c'était fou, là. J'en ai entendu des belles puis des pas mûres. Imaginez-vous, moi, j'étais même pas intervenant. J'étais juste un bénévole qui agissait à titre de assistant intervenant. Imaginez-vous des intervenants qui font ça sur une base régulière, les choses qu'ils entendent, les choses qu'ils voient, les gens. C'est great. So, si t'es pas bien ancré, il y en a plein qui font des burn-out. Parce que t'entends des affaires, tu vois les affaires, t'accompagnes des jeunes et tout. Il y a un enjeu aussi, parce que quand un jeune rentre dans ton bureau, puis là, c'est éthique versus ce que ton cœur feel. OK? On sait très bien ce que les éthiques disent, mais en réalité, un jeune qui vient puis qui pose un arme sur ton bureau puis qui dit je suis sur le bord d'aller faire un zac. Puis te fait confiance à qui vient te voir. Là, tu sais, dans un certain sens, il y en a que comme, selon l'éthique, c'est la police. Prévention. Il y a un jeune qui se retrouve avec potentiellement une idée de faire un meurtre. Mais tu vas briser une confiance, là.
ben là, c'est ça, justement. Tu vas briser une confiance que peut-être que tu vas plus le mettre dans des situations problématiques que tu vas l'aider. Ouais. Versus, tu dois prendre une décision quand même assez rapide de savoir si tu vas l'assister, puis si t'es capable de désamorcer sans avoir à passer par quelque chose de plus. Alors, c'est fou, des fois, les circonstances dans lesquelles ils peuvent se retrouver, là. C'est pas simple, là. Aujourd'hui, je trouve que c'est top. Encadrement. Mais c'est pire maintenant. J'ai entendu, il y a quelques années, en Jongro, je crois un jeune de 15 ans a poignardé un adulte. Je crois que c'était un Italien qui marchait, puis je sais pas ce qui s'est arrivé, il y a eu un conflit ou je sais pas quoi, il a juste poignardé. Il est sorti. Il est pas mort, Dieu merci. Il y avait un conflit entre eux ou je crois qu'il y avait un conflit. Je connais pas l'histoire complète, mais quand on m'avait dit ça, j'étais tellement en choc et tout ce qu'il m'a dit, j'ai pas écouté. J'étais comme un an. Puis le jeune, je savais c'était qui. Je l'ai vu avant que j'ai gradué à Jean-Groupe, puis je l'ai vu, il était jeune, je crois qu'il était en secondaire 1 ou secondaire 2. Je crois que c'était en secondaire 1 là. Mais bref, il y avait un grand frère que je connaissais aussi. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit wow. Mais lui, pour le vrai, c'est fou. Je savais déjà qu'il est comme je savais déjà qu'il allait finir dans cette voie-là, mais je me disais pas comme pas de sitôt. Pas poignarder quelqu'un là. Peut-être je me suis dit bon, il va être un peu gars du street, gangster, un peu qui va vendre, qui va, qui est un peu hood là, mais bref, mais on sait jamais jusqu'à où une personne va aller là. C'est important. Mais en parlant d'encadrement et d'influence aussi, c'est quoi que vous avez fait plus jeune que d'une certaine manière vous avez pas aimé, mais comme ça a été une belle expérience pour vous? Juste avant de rentrer dans ce volet-là, j'aimerais rajouter, parce qu'on a souvent tendance à oublier ça, mais c'est parce qu'on est des garçons, right? Mais les filles aussi. Oui. Tout ce qu'ils vivent à leur jeunesse, c'est incroyable. Tu sais, aujourd'hui, t'as beaucoup de gars qui vont dire, oh, les filles, c'est tout, excusez-moi le terme, c'est tout des whatsoever. On va dire bip, on a compris, là. Ouais, ben, bon, utilise le terme. Ok, tu mettras des bip et tout. Mais, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire, c'est, ces filles-là, les filles de manière générale passent par beaucoup de pression. Pression sociale, il y a personnel, beaucoup de dangers émotionnels et tout, beaucoup de problèmes d'estime de soi. Tu sais, il y a des filles que, moi, bon, je vais essayer de garder ça un petit peu, parce qu'il y a des gens qui ont des âmes sensibles et qui ont des oreilles sensibles. En effet. Je vais pas rentrer trop loin dans les détails. C'est un petit peu rough. Mais j'ai connu des femmes, qui à un certain point, parce que l'encadrement manquait vraiment énormément, avant de se retrouver dans les histoires d'escorts, de danseuses et tout, whatsoever, tu avais des filles qui pouvaient se retrouver à prendre des moments de jambes en l'air avec une trentaine, une quarantaine de garçons. Ouais. Puis, là, je vous épargne des détails, je rentre pas beaucoup, comme, j'ai vu pire que ça, mais c'est juste pour vous dire, tu sais, comme, il y a des choses qui se passent dehors. Puis, avec très, très jeune, il y a des filles que ça commence très, très jeune. Puis, souvent, de mon expérience, de ce que je sais, beaucoup de ces filles-là, c'était l'estime. C'était l'estime. Elles se sentaient tellement pas de valeur qu'elles ont accepté pour un peu d'attention d'être le jouet. Facile. Ouais, voilà, d'être le jouet de plusieurs personnes. Et elles allaient à l'école comme si de rien n'était et tout. Fait que si t'étais pas quelqu'un qui était proche de ces filles-là, tu ne connaissais pas leur activité, tu pourrais penser que c'est juste une fille qui vit sa vie normale, qui va à l'école et tout. Pourtant, elle est dans toutes ses activités lorsqu'elle n'est pas à l'école. Des fois, elle n'est pas à l'école pour ces raisons-là et tout. Comme je vous ai dit, ça peut être très wild out, là, mais c'est pour vous dire que
même les jeunes filles, elles passent à travers beaucoup de circonstances. Il y a beaucoup de jeunes filles dans leur développement, beaucoup qui ont été violées par des membres de leur proche famille, par des gens aussi, en d'autres cas, qui s'ouvrent pas, qui disent rien. Souvent, après ça, des fois, quand on observe un comportement un petit peu frivole, un petit peu libertin, on a tendance à cause de la trend sociétale, des vidéos, clips et tout, whatsoever, à juste matérialiser la femme. Fait qu'elles sont juste en ligne avec cette réalité-là. Elles se vendent de cette façon-là, plus vieilles à un certain âge. Puis on pense que c'est juste, oh ouais, tu sais, là, j'ai choisi un mauvais chemin, mais des fois, elles ont comme pas senti qu'elles avaient d'autres choix. Même si techniquement dans la vie, tu as toujours un choix. C'est juste, tu as besoin de saisir des fois quand les opportunités sont là. Mais comme tu as dit, genre, l'environnement, à un moment donné, tu connais quelqu'un qui vend, puis que la personne te propose, tu vas faire de l'argent, t'es jeune, ça va être mieux rémunéré. Il y a des risques, mais ça va être mieux rémunéré si tu fais un petit job étudiant. Des fois, à un certain âge, tu peux même pas, t'es même pas en droit d'avoir un travail et tout, etc. Donc là, comme, tu vis une réalité, surtout pour ceux qui ont la pression sociale de quand ils sont plus pauvres et tout, ont plus tendance à se retrouver dans ce genre de circonstances. Fait qu'une fille qui, elle, a déjà un faible estime de soi, rencontre un pimp ou rencontre une personne et tout, qui lui donne juste un petit peu de valeur. Puis là, la personne lui propose, tu peux faire de l'argent et tout, puis la personne se retrouve dans une espèce de dilemme. De toute façon, les gens s'en foutent de moi. De toute façon, mes parents s'en foutent de moi. Et tout, en tout cas, j'en ai vu des situations. J'aurais le fait par vengeance aussi. Par vengeance, des fois, par vengeance, juste frustration et tout. C'est pas que c'est à elle qu'elle va faire mal. Et Ben, tout. Moi, j'ai, par rapport à ça, ben, c'est pas pour être méchant, mais moi, je trouve que euh, les femmes ont besoin de plus d'encadrement dans ce sens-là. Mm. Pourquoi? Parce que une femme est un peu plus influençable qu'un homme. Peut-être pas, mais comme on a un œil euh, assez différent pour une femme, parce que s'il y a certains choix qu'elle pourrait faire dans sa vie pourrait avoir une conséquence un peu plus grave. Dans le sens où un homme, par exemple, s'il prend une décision par rapport à sa vie et tout, même si elle est grave, un garçon, je veux dire, il sera capable de l'assumer. Ou il n'aura pas le choix d'assumer parce que c'est un homme et tout. Du coup, une fille, il y aura certaines choses qu'elle va faire par suivi, par de, par suivi de l'entourage. Mm. Puis, comme, vu qu'elle est encore malléable à ce niveau-là, ou sur le moment, certaines décisions ne seront pas forcément réfléchies. Ou elle a vécu tellement de choses qu'elle n'a pas extériorisé, puis elle va juste trouver une façon pour elle de vouloir oublier, puis elle va faire des choses qui sont contre ses valeurs. Mais je trouve que ça se passe autant chez les hommes, ça. Ouais, Oui, très honnêtement, mais je trouve que c'est à part égale, carrément. ouais, C'est juste, c'est vécu différemment. exactement. Comme on sait que les femmes sont assez émotives, sont assez sensibles et tout, bien qu'elles vont le vivre. Moi, je trouve qu'elles vont le vivre un peu plus fort. Certaines émotions, elles vont le vivre un peu plus fort Ouais, l'impact, peut-être. que L'impact. les hommes. Mais quand tu garçons. penses les hommes, les jeunes garçons qui vont sombrer dans la drogue, dans les gangs, dans, je sais pas moi, toutes sortes de conséquences qui pourraient arriver, toujours, puis on parle des gangs et tout, mais il y a des jeunes fils de riches. Mm. Si on n'y pense pas, hein, mais les fils de Ils riches. ont regretté. So, la petite, elle me vient, elle me dit, j'ai une amie à l'école, ses parents sont wow. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle me dit, eh ben, la mère, elle est mannequin autour du monde. Puis le père, ben, il est pro-footballeur. Je dis, oh, c'est cool, c'est cool. J'étais comme, ok, mais comment
comment elle fait avec ses parents? Puis qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'elle fait dans l'école avec toi, genre? Elle me dit, ben, dans le fond, ses parents sont pas ici. Je dis, ah, ses parents sont pas ici. Sa mère est mannequin partout dans le monde. Son père est footballeur. J'ai dit, elle vient avec qui à l'école? Elle dit, ben, elle vient avec ses servantes, son serviteur. Je dis, ah, ok. Ah, ok, les parents. Ils ont mis à disposition des... Ouais, comme eux, ils sont à l'international, mais ils payent du monde pour s'occuper de la maison, s'occuper de la fille, s'occuper dans le quartier. Là, comme ça, fait que là, elle est comme, ah, c'est cool, comme, et tout, tu vois, puis elle est comme, wow. Puis après ça, à un moment donné, je lui dis, mais est-ce que tu sais la souffrance que cette fille pourrait avoir, par exemple? Elle dit, quoi? Je dis, c'est bien, parce que elle vit la vie de riche, mais je dis, c'est triste parce que elle n'a pas ses parents comme toi. Elle n'a pas comme sa famille auprès d'elle. Puis c'est des étrangers qui s'occupent d'elle. So, tout ce qu'elle va faire, malheureusement, va souvent se retrouver avec elle, herself and I. Tu vois ce que je veux dire? Puis là, quand j'ai commencé à lui expliquer un peu cette dynamique-là, elle était comme, oh, ben ça, c'est pas cool, par exemple. J'ai dit, ouais, c'est pas juste avoir du matériel, mais malheureusement, les parents, des fois, quand ils sont riches comme ça, ou qu'ils sont, je veux dire, juste très, des sphères très élevées, ils ont tendance, des fois, à oublier que le matériel ne fait pas tout pour les enfants. Puis il y a une très grosse difficulté émotionnelle pour un enfant de ne pas avoir ses parents présents de un et de pas avoir une vie normale non plus. Parce que tout est fait pour toi. Personne va te dire non. Tout sera pas oui. Que personne va te dire non, mais c'est juste que comme ton repas, il est préparé pour toi. On te conduit à l'école, on te ramène. Aller au parc, c'est quelque chose d'un petit peu étrange parce que t'as pas l'habitude de prendre des marches avec tes parents puis aller comme au parc et tout. Comme il y a des petits trucs simples de la vie que tu ne vis pas dans cette circonstance. Puis là, la petite fille, à un moment donné, je pense qu'ils ont eu une conversation avant qu'elle parte de l'école. Ils ont eu une conversation. Puis dans le fond, comme je pense que la petite fille lui a dit que comme tu sais, ça c'est pas très le fun dans son expérience. Mais justement, ça nous montre comme quoi que on pense des fois c'est les fils et les filles qui sont nés dans le ghetto, des trucs comme ça, qui souffrent, puis c'est eux qui finissent dans des trucs. Non, des fois comme ça va créer du monde messed up d'être né dans des familles de riches, où ce qui vont vraiment jouer avec des drogues fortes. J'ai connu beaucoup de riches plus jeunes, parce que j'étais à Ville-Saint-Laurent à un moment donné, tu sais que, genre, très jeunes, ils avaient accès à beaucoup de choses, genre. Et quand des jeunes, genre, ont accès à des drogues fortes, des trucs comme ça, de l'argent pour faire des affaires et tout, ça vient jouer sur le type de personnes qui peuvent devenir plus tard. Il y en a qui deviennent des fraudeurs même quand ils sortent d'une grande famille. Parce qu'ils ont toujours tout eu gratuitement et tout, ils veulent pas travailler. Donc, tu sais, comme il y a beaucoup de choses qu'on ignore ou ce qu'on pense. On va avoir une idée de un tel jeune dans un milieu, mais c'est vraiment tous les jeunes qui sont pas à l'abri, là. Même les écoles privées, les gens qui sont comment je vais mettre mon enfant dans une école privée parce que mon enfant va pas faire de bêtises. Les drogues les plus fortes sont dans les écoles privées. Oui. J'ai connu des gens qui allaient à l'école privée puis les choses qui se passaient à l'école privée. Dans une école privée, il y avait un étage. Je vais pas dire l'école parce que il y avait un étage qui était spécialement reconnu pour avoir des trucs bizarres. Tout ce qui était en lien avec la drogue, le sexe et tout, cet étage-là était le parfait étage pour le faire. Dans l'école privée. Les parents, ils amènent leur enfant dans l'école privée. Moi, mon enfant, il va être bien éduqué dans l'école privée. Ça peut aider du côté intellectuel de mettre ton enfant dans une école privée. Mais une école privée va pas nécessairement être une place plus sûre. Et ça, on n'est pas à l'abri. Un enfant, peu importe ce que t'es. Et les enfants, en plus, c'est des enfants ils sont pas faciles à gérer. Ouais. Que les parents ont les moyens, ils vont le mettre dans l'école privée pour calmer l'enfant ou mieux encadrer l'enfant. Mais
des fois, cet enfant-là est mal géré, donc ses émotions, tout ce qu'il a appris, il veut l'enseigner à d'autres dans l'école. Sur lui, il crée un mouvement. Et les gens, c'est fait des disciples. Ouais, exactement. C'est comme, oh, c'est différent. Lui, il est un peu fou. Elle ou elle est un peu folle. Comment elle parle au professeur, comment elle s'y, comment elle s'habille. J'aime son côté rebelle. J'aime ce côté rebelle. Moi aussi, je vais être cool, parce que c'est vu cool quand t'es rebelle. Quand t'es jeune. Donc, ça crée, comme tu as dit, des disciples. Donc, il y a une influence qui commence après. Il y a une voix qui va plus loin, là. Ouais. Et ça change justement cette problématique-là d'avoir des enfants à risque, je pense pas, un peu partout. Ouais. Mais attends, il y a aussi l'encadrement aussi que je voulais parler. Là, on a parlé de l'encadrement de l'école, quand on est jeune, des adolescents, adolescentes, etc. Mais l'encadrement de jeunesse pour l'Église aussi est important, pour les chrétiens. Je trouve que c'est beaucoup négligé, ça. Je vais pas mentir, là, moi, j'ai grandi à l'Église, mais au moment qu'ils ont comme abandonné la jeunesse, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que j'avais plus d'encadrement d'une manière et comme ils savaient plus quoi faire. J'avais des envies du monde là, j'avais des pulsions, je commençais à découvrir des choses, je suis adolescent, puis dans ma tête, je sais que c'est pas right, c'est pas la volonté de Dieu, mais la voix de dehors est plus forte que la voix de l'église, je me fais influencer, mais j'ai comme personne, j'ai pas d'aide, je sais pas comment demander de l'aide, je suis pas à l'aise de demander à ma mère comme si j'écoute j'ai des femmes, puis tu comprends, t'es pas à l'aise de parler à ta mère. Tu sais, dans mon église, il y avait des jeunes, puis je pouvais parler avec les jeunes, où il y avait des jeunes eux qui nous surveillaient, les enseignants, on va dire. C'était jeunes, comme, tu sais, ils pouvaient relate avec nous, c'est des jeunes mariés. Tu sais comment je veux dire? Tu sais, je serais plus à l'aise d'aller vers eux, mais quand, du jour au lendemain, il n'y a aucune raison, vous fermez la jeunesse, puis quand vous laissez les jeunes comme ça, genre. Moi, ça m'a fait mal, là, moi, pas mentir, là. Je dis pas que j'aurais pas tombé dans le monde, whatever, mais au moins, tu sais, j'aurais tombé, mais j'aurais vu le bout de la lumière d'une manière, tu comprends? Là, je suis mis dans les ténèbres et on m'abandonne là, genre, tu comprends? Je trouve que c'était dommage, là. Tu sais, c'était une manière de se semer dans ma vie aussi. On parlait de l'évangile, mais, tu sais, on avait du fun, on allait au bowling, on avait des soirées, on allait dormir chez quelqu'un. Quand j'étais plus jeune, on allait dormir chez un gars qui avait beaucoup d'argent, il avait une belle maison. Puis on avait passé une soirée en jeunes garçons, puis ils avaient fait peur dans la nuit, je me rappelle. Là, ils avaient comme fermé l'électricité dans la maison. Puis ils avaient fait peur. Puis là, on passait, il y avait des criminels à la maison. C'était fou, là, comme si on avait vraiment eu du fun. Là. On avait fait d'activités. Puis du jour au lendemain, plus rien. Puis en plus, tu nous encadres, là. Tu nous parles de l'évangile. Tu nous parles des défis qu'on va avoir plus tard. Puis je me prépare mentalement. Je suis comme, ok, ouais. Puis du jour au lendemain, boum. Mais en parlant de l'église, c'est une des choses que beaucoup d'églises ne mettent pas en place sérieusement. Comme si on doit cultiver, on doit commencer par la jeunesse. On doit commencer à instaurer une base solide à des jeunes pour les intéresser à la parole, pour les intéresser à c'est possible de vivre toute sa vie en tant que chrétien et non faire des piges à l'extérieur puis revenir. C'est très possible. Comme c'est beaucoup d'églises, certaines églises, je dirais, ne prennent pas le temps pour la jeunesse tout court. Ce qu'ils vont faire, c'est que il y aura des groupes de jeunesse qui seront basiques. Il y aura pas un approfondissement de c'est quoi vivre en tant que chrétien. Si bien que au bout d'un moment, ces groupes de jeunesse vont devenir des sites de rencontres. Oui. Church Tender. Voilà. ça va devenir des sites de rencontres. Fait que ça va juste être quelque chose de fun, mais de vide, spirituellement parlant. Si bien que, au bout d'un moment, vous allez voir des jeunes qui vont faire des trucs pas corrects à l'église. Ou qui vont, ok,
ceux qui ont un peu de conscience, ils vont dire, OK, on va le faire à l'église, mais on va le faire ailleurs. Tu vois? C'est que le church standard, comme tu as dit, aura un impact sur eux et au bout d'un moment, ils vont s'éloigner complètement. Tout simplement parce que quelque chose n'a pas été instauré de la meilleure des façons. C'est bien des groupes de jeunesse. C'est très bien un côté pour les jeunes, mais il faut un bon encadrement pour les garder solides, pour pas qu'ils sortent. Solides, au moins intéressés d'une manière. Intéressés aussi. Parce que c'est en étant jeune que certaines personnes peuvent découvrir leur réel potentiel spirituel, leur appel, ils peuvent connaître leur appel. Parce que le moment où ces jeunes-là sont à l'église, ils sont en crise d'identité. Ils ne savent pas encore qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard. Ils n'ont peut-être même pas encore l'idée de ce ils voudront devenir dans la société. Puis, si on les encadre pas de la meilleure façon pour savoir comment ils vont être utiles dans l'église, malheureusement, ils vont aller chercher leur identité réelle à l'extérieur. Mais malheureusement, ton identité n'est pas à l'extérieur. Mais tu vois, je sais pas, je comprends ce que Stanley veut dire, mais en même temps, j'ai connu plus jeune, en fait, même si j'ai pas été vraiment comme affilié à une église véritablement, puis que j'ai grandi avec étant jeune, mais j'ai été dans des églises plus jeunes, puis j'en ai souvent vu des activités de jeunesse, comme très souvent, genre. Même l'église où je me suis baptisé jeune, la jeunesse était en train de struggle, mais genre, ils arrivaient toujours à trouver des choses, à faire des activités, à faire des choses et tout. Là, je comprends que tu parles d'une expérience spécifique que tu as vécue. Moi, de manière générale, il y a des jeunesses qui sont actives. Puis c'est vrai qu'il y a de la négligence au niveau de la jeunesse. Ça, dans les églises, on sait, c'est vrai, il y a de la négligence au niveau de la jeunesse, spécialement les autorités. C'est plus les autorités. Parce que ceux qui sont, tu sais, les parents qui viennent à l'église sont pas là pour avoir encore ce rôle-là. Genre, ils l'ont déjà, ils l'ont déjà à longueur de journée à la maison, à temps plein. Donc, quand ils viennent à l'église, ils viennent un peu plus pour se ressourcer, eux, personnellement. Mais, tu sais, je veux dire, les leaders qui sont à la tête de l'encadrement de la structure ecclésiastique, c'est souvent eux qui font juste mettre des gens à des postes. Pour que ça ait la forme. Pour que ça ait la forme, puis après ça, c'est plus leur problème. Et ces jeunes-là grandiront, auront la maturité, puis ils seront l'église de demain. C'est comme la façon très, très, très rapide, très magique de voir la chose. Le problème, c'est pas tant si les églises ont la présence au niveau des jeunes, mais plutôt l'intérêt. L'intérêt au niveau des jeunes. Parce que ce qui fait que les jeunes vont dans le monde finalement, puis beaucoup d'églises sont en train de vivre des crises en ce moment parce que il y a beaucoup d'églises qui ont plus de jeunes dans leur assemblée. Puis là, une des raisons ce qui est très observable, c'est les églises sont traditionnellement dirigées d'une façon à ce qu'on ait des postes à combler, puis après plus rien. Ça veut dire, si t'es bon à chanter, tu vas te retrouver dans l'équipe de louange. Si t'es bon à la musique ou tu veux apprendre la musique, tu vas te retrouver dans l'équipe de louange. Si on a besoin, parce que les pasteurs dans des milieux comme ça sont des pasteurs uniques ou des pasteurs multiples, mais dans un seul corps pastoral. Donc, si jamais t'es un jeune, t'éprouves un certain amour pour la parole, t'as été assez expressif pour qu'on te remarque, ou qu'on voit quelque chose, ou bien t'es juste comme le fils ou de quelqu'un qui est déjà en place, ben comme il se peut qu'on t'envoie pour des études, puis que tu sois considéré un potentiel futur pasteur. Attends, pas à 40 ans, pas à 50 ans. Il faut que la personne soit prête à prendre sa retraite lorsqu'elle aura peut-être 60, 70 ans. Il y en a qui le prennent un peu plus tôt exceptionnellement.
Et là, on va commencer à faire un petit peu Transition. on va faire une transition. Mais ça, c'est une personne dans un groupe de jeunes de combien? Ouais. Donc, imaginez-vous toutes les autres personnes qui sont appelées, que ce soit à la prédication, au pastoral et tout. On a aussi la limitation des rôles. Ouais. Parce que si t'es pas pour devenir un pasteur ou t'es pas pour être dans l'équipe de louange, t'as pas d'utilité. À part le son, les si, donc les petits trucs qu'on fait ici et là dans l'église, qui sont importants, don't get me wrong, mais que c'est comme on essaie de target déjà ce que les jeunes vont devoir faire. Puis si c'est pas dans ces rôles-là, ben reste viens quotidiennement, grandis là, fais ta famille, et that's it. Non. Les jeunes, finalement, c'est plus appelant de suivre Satan parce que Satan, il t'offre des opportunités. Satan, il voit le talent. Comme on disait tout à l'heure, t'avais une force à aller gagner des gens. Dieu savait que toi, tu serais un bon évangéliste. T'avait déjà appelé depuis le ventre de ta mère à être un évangéliste. Mais, par contre, comme tu n'étais pas encore dans ce realm-là, il n'y a personne qui t'encadrait dans cette direction-là, dans l'assemblée où tu étais, l'ennemi a fait, écoute, t'es talentueux, t'es astucieux, puis t'as de l'influence sur les gens. Et en plus, on t'a même pas appris, mon gars. Ouais, on t'a pas appris. Fais une petite Personne t'a dit de mettre dans la vanille. Satan a juste utilisé ce que tu avais déjà. Tu sais, quand on dit qu'il est menteur parce qu'il t'a rien donné. Vaseline. Il t'a rien donné. Ça. Fait que là, à ce moment-là, t'as commencé à exercer, t'as commencé à vendre juste parce que t'étais capable de le faire. Puis t'aurais pu aller loin avec ça. T'aurais pu vraiment avoir un réseau, puis le drug lord, puis vivre dans une maison de je sais pas combien de millions. Il va loin là. Non, mais tu ris, c'est comme ça que ça commence. Je suis le chapeau là, comme toi là. Non, mais. J'ai vendu des dimes là, comme toi. Non, mais t'aurais pu. Non, je comprends que c'est pas ce que tu vends, c'est la stratégie, la mentalité. Ouais, c'est si t'es assez smart il avait pour les pouvoir. capacités nécessaires. Exactement. Pour la job. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la fraude, c'est pour les fainéants. Non, la fraude, c'est pour les gens intelligents. Ah oui. Tu dois être intelligent pour réussir dans ce système-là. Ne veux pas. Tu sais, fait à quelque part, genre, tu vois comment le diable y a joué avec ça. Puis en jouant avec ça, il aurait voulu t'amener plus loin, puis il aurait essayé de t'amener plus loin. Mais Dieu merci, t'as toujours eu un blocage. Toujours quelque chose qui t'est arrivé pour pas te laisser aller plus loin. Peut-être ça aurait été impossible de te prendre après. Tu vois? C'est fou que t'as dit blocage, parce que tu m'as fait penser à un autre témoignage. J'ai failli tomber dans la fraude aussi. T'as failli tomber dans tout, toi. T'as pas failli être joyeux un jour? Non, t'es... Non, mais vous comprenez, dans le fond, à l'église, l'affaire, c'est ça, c'est que, c'est très, la vue est très traditionnelle, elle est comme ça, il y a tel rôle à combler, puis si vous avez un intérêt pour les rôles à combler, là, on s'occupe de vous. Puis même après là, une fois qu'on vous a placé, vous êtes pas mal on your own, right? Mais tous ces autres jeunes-là, il y en a que c'est des futurs hommes et femmes d'affaires. Mais c'est pas parce que c'est des hommes et des femmes d'affaires qu'ils n'ont pas un rôle à aller jouer pour Christ dehors. Tu vois, donc, le problème, c'est ça, c'est, on s'intéresse pas assez à la jeunesse. Et comme tu as dit, à l'encadrement, à savoir c'est quoi leur capacité, leur talent. Puis reconnaître que notre système n'est pas le système ultime. Christ nous a donné tous les outils pour réussir. Christ était un homme de relation avant tout. Donc, le problème avec les leaders, c'est que s'ils sont pas des hommes de relation, ils seront pas en mesure de détecter quoi que ce soit. Et chacun son appel, chacun ses capacités, chacun son rôle. Tu peux pas être prophète puis t'essaies d'être pasteur. Puis qu'après ça, là, maintenant, comment tu vas encadrer les jeunes? Tu vois ce que je veux dire? Ne pas être bien placé soi-même fait en sorte qu'on va dérouter un paquet d'autres personnes. Right? Donc, c'est un problème aussi comme tu as dit de l'église, mais même dans le monde, les jeunes. Des fois, on veut s'associer à un certain groupe ou on veut devenir, comme tu as dit, t'es prophète, tu veux devenir pasteur. Ouais. C'est un problème d'identité aussi. Identité. Mais c'est justement ça. The core thing, depuis qu'on est jeune, depuis qu'on est très jeune, c'est ça qui aurait dû être fait. C'est nous faire commencer à nous orienter vers notre identité. C'est drôle qu'on parle de ça. Il y a pas longtemps, j'avais une conversation avec un jeune aussi, un gars. Puis lui, il sait pas ce que le Seigneur attend de lui. En fait, techniquement, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette réalité-là.
Mais c'est ça l'affaire, c'est que tu poursuis l'identité de ta vie, genre. C'est comme, it's a core thing. C'est vraiment important, genre. Tu veux savoir pourquoi t'es là. Tu veux savoir c'est quoi ton rôle. Puis, cette espèce d'enseignement-là ou de mindset on a poussé à la jeunesse pour la refroidir de, oh, assis-toi, attends ton temps. Mais attends ton temps, c'est pas indéfini, là. Tu vois, mais c'est comme la façon qu'on a éduqué les jeunes, on leur fait sentir qu'il faut même pas questionner Dieu sur qu'est-ce qu'on doit faire. Alors que c'est pas supposé être comme ça. Christ est allé voir ses disciples, il a dit, suivez-moi. Il y avait même pas de, est-ce que tu as envie de me servir? Est-ce que tu as envie de servir? Il n'a pas expliqué le projet. Just come. Puis, ok, mais for what? Je vais vous faire devenir pêcheur de poissons. Mais qui a dit que je voulais devenir pêcheur de poissons? Je t'ai pas donné le choix. Je t'ai pas donné le choix. Suis-moi ou suis-moi pas. Mais à la fin, si tu me suis, you're gonna be a winner. Tu vas découvrir des choses. Tu vas découvrir. Puis là, dans le processus, je te montre comment être un disciple. Je te montre comment pêcher le poisson. Puis là, je te fais rentrer véritablement dans ton appel. Tu vois? Mais c'est ça, je pense que c'est important que les gens cherchent Dieu avant de chercher. Parce qu'il y en a qui cherchent juste leur appel. Voilà. Mais tu cherches pas Dieu, tu cherches pas à il plaire. Pas te révéler. C'est ça, tu cherches pas à avoir une vie qui plaît à Dieu. Ouais, tu fais plein de conneries, tu fais plein d'affaires. Je dis pas que c'est normal que tu fais des péchés. Bon, on a tous passé par là, on passe par là aussi également. Mais comme, il y a une façon il y a un mindset aussi que tu dois avoir aussi. Ouais. Donc, tu peux pas juste mal vivre intentionnellement. Exactement. Ouais. Les gens cherchent juste Dieu, le rappel, mais sans chercher Dieu. Ouais. En cherchant Dieu, tu vas trouver ton appel. Ouais. Ça va venir, ça va venir après. Parce que c'est la volonté de Dieu. Puis, justement, je disais à la personne, c'est un mensonge qu'on a nourri pendant longtemps de croire que, quand tu acceptes Jésus-Christ, puis que tu te baptises, que tu dois rester là à l'église à rien faire puis juste venir dimanche après dimanche. Je dis, c'est un mensonge, là. C'est un gros mensonge. Je dis, dès le moment où tu as accepté Christ et tu veux te baptiser, you're on duty. T'es déjà prêt à être au service. Là, l'affaire, c'est, t'es prêt à être au service, mais t'as besoin d'encadrement. Pour te développer, pour mieux comprendre qui tu es, pour mieux utiliser tes outils. Mais t'es déjà en service. Moi, j'ai pas vu les disciples s'asseoir pendant 3 ans puis regarder Christ faire. Non. Ils se sont regroupés. Christ a déjà commencé à les amener sur le terrain. Follow me. Look at what I do. OK. Maintenant, commencez à faire vous-même. Puis en plus, tu vois qu'ils avaient des questionnements aussi. Ils avaient plein de questionnements. Ben oui. Mais comment on va faire? Comment on va faire ci? Comment on fait ça et tout. Et puis pour eux, vous pouvez imaginer, pour eux, ça se peut que Christ était un peu désorganisé. C'est comme, ouais, c'est straight up, parce que c'est comme, OK, tu nous demandes de faire ça, mais we never did so, puis on t'a vu faire ça quoi, 1-2 fois? Comme, tu veux nous envoyer là, genre? Des fois, c'est comme ils les envoyaient dans des territoires les Juifs étaient pas bien accueillis, là. C'est comme, tu veux nous amener là, pourquoi, genre, comme, tu veux nous faire du ministère là-bas? Alors, tu veux qu'on leur dise de changer de vie? Déjà, ces gens-là nous aiment pas. C'est comme, tu devais imaginer que, oh my God, comme, ils étaient pas confortables à apprendre, là, avec eux, là. Ils étaient vraiment hors de leur zone de confort totalement, là. Puis ils devaient apprendre, mettre en pratique. Apprendre, mettre en pratique. Mais ça veut dire, stade par rapport à ce que tu dis, est vraiment important. Où est-ce qu'on a loupé le travail avec la jeunesse? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Parce qu'on voit ce qui n'a pas été fait. Je pense que ce serait important de changer de mindset. Penser qu'à cause que tu es jeune, que tu peux pas servir, ça c'est faux. Je pense que les églises, en général, je ne vise pas toutes les églises, mais l'église universelle, pense que quand tu es jeune, tu es immature. C'est vrai, tu peux être immature d'une manière, c'est vrai. Tu peux pas être parfait non plus. Même les plus vieux, les aînés sont pas parfaits non plus aussi. Donc, penser que tu dois juste servir Dieu ou commencer ton ministère ou commencer à être mature à 35 ans, 40 ans, c'est faux. Ou il y a une autre idéologie qui dit que si t'es pas marié, t'es pas assez mature. Si t'as pas encore d'enfant, t'es pas assez mature. Donc, c'est faux. Comme exemple, je dirais exemple Lucina. Lucina a quel âge? 8, 9 ans? 9 ans.
à 9 ans, elle prêche pas l'évangile à l'école primaire. Ouais. Ça n'a pas touché les enfants. Ouais. So, justement, les enfants ont un impact. Puis en plus, c'est une étape de leur vie qui sont vraiment intéressés. Puis ils absorbent tout. Là. Même Christ dit apporter les enfants à moi là, dès un jeune âge. Là. Puis il y a un verset qui dit que pour pas qu'il se détourne point quand il grandira, un truc de même. Là. Ouais. Donc, tu peux avoir de l'impact quand tu es jeune. Il faut que les églises, les chrétiens, on puisse comme réaliser que ton enfant a peut-être 7 ans, 8 ans, 9 ans, 15 ans, 16 ans, mais il peut avoir de l'impact. Puis, qu'est-ce que tu sèmes en lui, ça va développer avec le temps, oui, mais ça a un impact sur sa vie, sur sa personne et les gens autour de lui. Combien de fois ma mère me dit, oh, j'aurais aimé que ma fille, elle va plus à l'église ou ses amis soient plus chrétiennes aussi, comme. Mais, c'est ma petite soeur, comme, si elle a été vraiment bien encadrée dès sa jeunesse, elle aurait pu influencer ses amis aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, elle le fait, aujourd'hui, je sais pas. Mais comme, elle aurait pu commencer plus tôt. Ouais. Moi, je veux dire, faut pas négliger les jeunes. Ouais. Faut s'intéresser. La première chose à faire, c'est s'intéresser aux jeunes. Il faut les intéresser, oui, mais il faut comprendre qu'ils ont de la valeur aussi. Non, mais pas les intéresser. S'intéresser à eux. Ouais, s'intéresser, oui, mais. S'intéresser et les intéresser. Et les intéresser. Ouais, les intéresser aussi. Ouais. Puis il faut comprendre qu'ils ont de la valeur aussi. C'est le futur. Ouais. Ils ont de la valeur. C'est comme juste. C'est eux qui vont nous remplacer, genre. C'est, exemple, on va dire que toi et moi, nous tous, on est aînés dans l'église, on va dire, puis comme, nos enfants on a des enfants et tout, puis là, on forme pas la jeunesse. On pense juste aux gens, à nos femmes, à nos gens de notre âge. Mais quand on va mourir, qui va prêcher l'évangile plus après? Ouais. Qui va reprendre l'église. Le legacy de tout ça. So, il faut penser aux générations futures. Faut arrêter de former du one by one. Exactement. Puis commencer à avoir un broad training. Être capable de voir des multiples potentiels puis de travailler avec de multiples personnes. C'est correct qu'il y ait plusieurs personnes qui sentent dans leur cœur ou que Dieu est en train de mettre de la lumière sur eux, que comme quoi qu'ils sont appelés à prêcher et tout whatsoever. Puis c'est pas obligatoire que ça soit une personne de toute cette jeunesse-là qui soit un remplaçant. C'est pas la façon dont ça fonctionnait. Ça, c'est bon pour les établissements traditionnels, mais ça n'avantage pas le royaume. Ça, parce que je connais une église qui a une fille que je connais, qui est une amie de ma famille. Elle, depuis qu'elle est jeune, elle est intéressée, elle a une soif. Puis comme, elle est un peu avec nous, je sais pas dans mon église à moi, mais comme du sens que des fois, on lit la parole ensemble, on a des discussions, whatever, on a des soupers, whatever. Puis elle a une soif. Moi, j'ai vu sa soif. J'ai posé des questions comme ton pasteur fait pas si ça avec toi, et tout, mais t'es comme non. Mais son pasteur, je le connais. C'est comme, c'est le père d'un de mes amis. J'ai eu une discussion avec lui. Lui-même m'a avoué que il a pas ce don de encadrer les jeunes, de développer les jeunes. C'est pas en lui. Il est pas capable. C'est une limite, hein. Voyez, pasteur. Mais il m'a dit parce que lui, c'est une église qu'on peut vraiment comme, c'est des aînés, là. Ah. Vraiment comme soixantaine et tout. Plus traditionnel. Ouais, c'est comme, puis comme ils ont pas, c'est pas qu'il veut pas, il y a pas ce côté en lui de développer les jeunes, mais comme, moi j'ai vu la soif de cette fille-là, puis j'étais comme, c'est quoi, man? Je suis pas un gars qui développe les gens, mais comme, je la regarde, je la mets sur mon aile, genre, d'une manière, tu comprends? Puis comme, c'est ça, c'est comme, c'est savoir, comme t'as dit, comme travailler en équipe, demander de l'aide. Ouais. C'est ces gens-là qui connaissent plusieurs pasteurs, là. De plein d'églises, ils vont en Haïti, même si c'est pas en Haïti, mais à Montréal, tu connais même à Montréal des pasteurs. Mais c'est ça, comme certains demandent de l'aide. Team up avec un plus jeune pasteur, peut-être qui a les capacités, qui est capable de travailler avec la jeunesse à ce niveau-là, qui sait comment développer et tout, whatsoever. Puis pas pasteur seulement, là, comme le langage, malheureusement, il est restreint dans notre communauté, mais t'as des jeunes qui sont appelés dans l'apostolat, qui sont appelés dans le pastoral, qui sont appelés dans le prophétique, qui sont appelés dans le doctoral et tout, whatsoever, d'aller chercher des ressources et tout pour que ta jeunesse soit vibrante, qu'elle ait de la force seulement. Les églises ne veulent pas perdre des membres. C'est ça le truc, ils veulent pas perdre les membres. C'est pour ça qu'ils peuvent pas. Tu dois te demander est-ce qu'ils appartiennent à Christ ou est-ce qu'ils appartiennent à toi.
Et ils veulent des statistiques, mon gars. Ils veulent leurs statistiques. Mais si tu fais bien ta job, tu devrais pas perdre. Mais non. Tu devrais pas perdre. Non. Je veux dire, quand je dis pas perdre, c'est qu'ils sont même pas à toi, c'est juste. Tu peux les envoyer en formation, puis ils vont revenir pour venir servir avec toi. Mais oui, mais c'est que les gens vont sentir que il y a une direction, il y a une mission, il y a quelque chose. Puis en plus, les églises, on est appelés à se rapprocher davantage. Dans les temps qui vont venir, les gens qui sont vraiment willing de ne pas se mettre dans cette histoire de statistiques, puis de juste voir le royaume avancer, l'église universelle, ils vont team up, ils vont travailler ensemble. Mais ça sera pas un team up pour se rendre grand. Ça va être un team up pour rendre l'influence de l'église grand. Ouais. C'est différent. Okay? Amen. Ouais. Ouais, c'est bon. Et on est à notre état, on est déjà conscient. On est déjà conscient. Fait qu'on est des changements, des facteurs de changement de ça. C'est-à-dire, moi, toi, et tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui sont autour de nous doivent faire quelque chose. Ouais. Parce qu'on le sait. Moi, j'ai entendu trop souvent les gens dans l'église parler puis être comme, ouais, on doit faire ci, ouais, on doit faire ça, ouais, il manque de ci, ouais, il manque de ça, ouais, l'église a fait ci, ouais, l'église a fait ça. Non. Il y a même pas un petit doigt qui a été levé. Maintenant, nous, on sait, on fait. On agit. Voilà. On est des gens d'action. Voilà. Vaseline. Loki, bon. Jésus traîne dans la vaseline. Non, lui, c'était du pétrole, mon gars. 100% pétrole. Beaucoup d'huile vierge. Pétrole, huile vierge. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Puis, si vous avez des questions, en tout cas, des commentaires, laissez les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. Ouais. Puis, on se dit à la prochaine. Peace. Peace, people.